Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle leçon d'électrocinétique du cours de physique 2. La leçon portera sur le régime sinusoïdal en régime permanent et nous aborderons les points suivants au cours de cette leçon. Tout d'abord, nous définirons ce que sont des grandeurs périodiques, alternatives et sinusoïdales. Nous verrons ensuite comment représenter ces grandeurs sinusoïdales, que ce soit graphiquement à l'aide du diagramme de Fresnel ou de manière plus analytique à l'aide de la notation complexe. Nous introduirons ensuite la notion d'impédance et d'admittance, puis poursuivrons par mettre en évidence que les lois de Kirchhoff et l'association de dipôles restent totalement valables, que ce soit en régime sinusoïdal ou, comme nous l'avons vu dans les précédentes leçons, en fonction de n'importe quelle entrée du temps. Enfin, nous conclurons cette leçon par la définition de la puissance en régime sinusoïdal permanent. Alors, nous débutons tout de suite cette leçon par la définition de ce que sont des grandeurs périodiques, alternatives et sinusoïdales. Alors, une fonction périodique est une fonction du temps. X de t, par exemple, est une fonction du temps qui va se répéter avec une certaine période notée grand T. Donc, par exemple, nous pouvons voir que x de l'instant t sera égal à x de t plus grand T, x de petit t plus n grand T. Donc, nous avons ici une répétition temporelle de cette fonction au cours du temps. Sur ce graphique, nous voyons un signal x de t, donc représenté en fonction du temps. Et nous pouvons mettre en évidence qu'il y a une répétition de certaines séquences élémentaires de ce signal, donc une répétition temporelle, tous les grands T du temps de ce signal. Donc, une fonction périodique sera définie d'une part par sa période, qui sera notée en secondes, ou encore par la fréquence avec laquelle les motifs élémentaires sont répétés, qui sera une fréquence qui sera donnée par l'inverse de la période et qui aura comme unité le Hertz. Définissons maintenant la notion de fonction périodique. Alors, une fonction périodique, c'est une fonction qui a certaines caractéristiques. L'une de ces caractéristiques est la valeur moyenne de cette fonction qui sera notée donc 1 sur t somme de t1 à t1 plus grand t de la variation temporelle de cette grandeur x de t. Donc c'est la notation habituelle de la valeur moyenne. Nous pourrons définir également la notion de valeur efficace qui est une notion d'énergie de cette grandeur que nous noterons x indice EF ou encore x RMS. RMS étant l'acronyme pour le mot anglais root mean square, dans la mesure où ce RMS indique bien la façon dont cette valeur efficace est calculée, puisque la valeur efficace d'une grandeur périodique est calculée par la racine carrée de la valeur moyenne du carré de la grandeur, telle qu'indiquée par la formule qui est ici donnée. Un cas particulier de fonction périodique est la fonction alternative. Alors, une fonction alternative n'est rien d'autre qu'une fonction périodique, mais qui a une valeur moyenne nulle. Ainsi, par exemple, si nous représentons ici une grandeur x de t au cours du temps, nous pouvons voir sur ce graphique que l'aire au-dessus de l'axe des abscisses noté ici plus est exactement égal à l'aire sous l'axe des abscisses noté moins. Donc la valeur moyenne de cette grandeur est nulle. Donc nous parlerons d'une fonction périodique qui en plus est alternative. Donc une fonction périodique qui a une valeur moyenne nulle. Un troisième type de fonction est la fonction sinusoïdale qui sera définie de la façon suivante. Donc une grandeur x de t sera sinusoïdale si elle peut s'écrire sous la forme suivante, grand x, l'amplitude de cette fonction, cosinus oméga t plus phi, oméga étant la pulsation de cette grandeur et phi sa phase. Donc si nous faisons une représentation graphique de cette fonction sinusoïdale qui est ici en l'occurrence un cosinus,
Donc nous pouvons mettre en évidence sa période grand T qui sera donnée par 2π sur oméga, la pulsation de cette fonction sinusoïdale. Et nous pouvons également mettre en évidence un déphasage par rapport à l'origine des temps, donc un retard T0 qui est relié au déphasage phi par T0 égale moins phi sur oméga. Donc nous pouvons constater par exemple que sur cette figure, la fonction sinusoïdale est en retard par rapport à l'origine des temps. Nous avons donc ici un déphasage négatif. Donc, pour les fonctions sinusoïdales, elles seront définies par leur pulsation, oméga qui sera égal à 2π sur t, ou encore 2πf, puisque f est donné par 1 sur t. Cette pulsation s'exprime en radians par seconde. Nous avons également défini la phase de cette fonction sinusoïdale par rapport à l'origine des temps, qui s'exprimera en radians. Cette fonction sinusoïdale dépend également d'une autre grandeur qui est son amplitude, ou encore dénommée valeur crête. Nous pouvons aussi caractériser la fonction sinusoïdale par le fait qu'elle a une valeur moyenne nulle, donc c'est une fonction alternative, et caractériser sa valeur efficace qui, dans le cadre de cette fonction, sera donnée par la valeur crête divisée par racine de 2, ou encore l'amplitude divisée par racine de 2. Nous mettrons en évidence plus tard l'importance de cette notion de valeur efficace lorsque nous aborderons la notion de puissance en régime sinusoïdal. Alors, un élément qui est très important et qui sera très utilisé pour l'analyse des circuits soumis à des entrées périodiques est la notion de série de Fourier. En effet, le théorème des séries de Fourier nous permet d'appliquer des méthodes de résolution valables pour des alimentations sinusoïdales lorsque des circuits linéaires sont alimentés par des fonctions périodiques du temps. Alors, regardons de plus près ce que nous dit ce théorème des séries de Fourier. Il nous dit que si une fonction est périodique de période grand T, si cette fonction est de plus d'énergie finie, c'est-à-dire que cette fonction est bornée et est continue par morceaux, alors on peut exprimer cette fonction ou encore la décomposer suivant une somme d'un terme constant qui sera en fait relié à la valeur moyenne de cette fonction périodique et d'une somme de fonctions sinusoïdales. Ainsi, prenons l'exemple d'une fonction ici tracée en fonction du temps. Cette fonction est bien périodique de période t égale 2π sur oméga. Eh bien, nous pouvons effectuer une décomposition en série de Fourier de cette fonction, puisque donc effectivement elle est périodique de période grand T et est bornée en tout instant. Elle n'a pas de valeur partant à l'infini. Alors, la décomposition en série de Fourier de cette fonction, qui a priori a l'air quelconque, sera donnée par y de t est égale à la somme d'un certain nombre de termes. Le premier terme A0 est la valeur moyenne est un terme constant qui représente la valeur moyenne de cette fonction y de t, et une somme infinie de pondération de sinus et de cosinus. Donc les termes de pondération sont les coefficients an et bn. Alors, voyons tout de suite comment sont obtenus ces coefficients A0, AN, BN qui vont définir la décomposition en série de Fourier. Eh bien, donc à partir de l'expression générale, de la décomposition générale de cette fonction y de t, nous pouvons montrer que A0 est effectivement donné par la valeur moyenne, donc la définition classique 1 sur t, somme de t1 à t1 plus t de y de t dt, plus, les autres coefficients de pondération. Tout d'abord an. Donc le coefficient an sera donné par 2 fois la valeur moyenne de y de t cosinus n oméga t, et le coefficient bn sera lui également donné de manière très simple par 2 fois la valeur moyenne de y de t sinus n oméga t. Voilà, donc ce théorème très important des séries de Fourier est extrêmement important dans
dans l'analyse des circuits, puisqu'il va nous permettre de décomposer sur la base de fonctions sinusoïdales n'importe quel signal périodique d'énergie finie et continue par morceau. Donc nous réutiliserons cette propriété des théorèmes de cette décomposition en série de Fourier plus loin dans la leçon, nous y reviendrons. Alors, passons tout de suite à ce qui nous intéresse en premier abord dans ce cours d'électrocinétique, c'est-à-dire l'étude des circuits linéaires. Alors, un circuit linéaire, donc nous rappelons maintenant la définition des circuits linéaires telle que nous l'avions déjà introduite dans une précédente leçon. Donc, un circuit linéaire d'ordre K donc, est soumis à des entrées E de t. Donc, ici, en l'occurrence, nous avons représenté une entrée E de t et produit une sortie S de t. Donc, dans le cadre du cours d'électrocinétique, les entrées seront des générateurs de tension ou de courant. La sortie seront soit une tension aux bornes d'un élément ou le courant circulant dans un élément. Un circuit linéaire d'ordre K est régi par une équation différentielle du type CK, les dérivés Km par rapport au temps de la sortie plus les autres termes de dérivation de la sortie est égal à une fonction de l'entrée. Ce circuit sera linéaire si il peut être représenté sous la forme de cette expression et à condition que les coefficients qui vont pondérer les dérivées successives, les coefficients CI, soient constants. Donc nous disons que le circuit linéaire, s'il est régi par une équation différentielle d'ordre K, a coefficient constant. Donc nous avions déjà établi au cours d'une précédente leçon que la réponse d'un circuit linéaire est composée de deux termes. En effet, la réponse, c'est-à-dire la sortie du circuit linéaire est composée d'un terme qui correspond à la réponse du circuit seul lorsque l'entrée est nulle, donc ce que nous appellerons la réponse libre du système ou la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre, ou encore lorsque E égale 0, plus une solution particulière que l'on nomme le régime forcé et qui va dépendre de l'entrée qui est appliquée au système, de la forme du générateur, qui va dépendre des générateurs appliqués à l'entrée du circuit linéaire. Donc nous avons montré donc, au cours d'une précédente leçon également que si le circuit est stable, alors c'est un circuit composé de résistance, d'inductance, de condensateurs et d'éléments de ce type sera stable, bien évidemment. Si le circuit est stable, alors la réponse libre ou encore la solution homogène lorsque l'entrée est nulle tend vers 0 au cours du temps. Et la réponse forcée ou le régime forcé, donc la solution particulière de la sortie du système, sera du même type que l'entrée appliquée au système. En particulier, si l'entrée est de type sinusoïdal, eh bien la sortie du système sera de type sinusoïdal. Ou si l'entrée est constante, par exemple, la sortie sera de type également constante ou une rampe, ou en tout cas de forme polynomiale. Donc, si nous regardons le cas, ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse forcée du circuit linéaire soumis à une entrée de type sinusoïdal. Donc, si E de t est une entrée périodique. Cela veut dire que périodique, bornée, c'est-à-dire d'énergie finie, à ce moment-là, E de t peut se décomposer en une série de Fourier, donc la somme d'un terme constant et de fonctions sinusoïdales, donc définies par des amplitudes En, des pulsations n oméga et des phases phi n. Alors, si on peut décomposer l'entrée du signal, l'entrée du circuit sous cette forme-là, c'est-à-dire lorsque l'entrée est périodique, alors la sortie du circuit sera également sinusoïdale et sera donc donnée par la somme d'un terme S0 constant plus une somme de fonctions sinusoïdales aux mêmes fréquences que la décomposition du signal d'entrée. Nous avons maintenu ici la solution de l'équation homogène, SH, qui, comme nous l'avons indiqué précédemment, tend vers 0 au cours du temps. Donc nous allons ignorer dans le cadre de l'étude de la réponse forcée
d'un circuit linéaire. Donc avant d'aborder l'étude de ces circuits linéaires, il faut voir comment nous allons représenter de manière efficace les grandeurs sinusoïdales que nous allons traiter. Donc c'est la partie que nous abordons maintenant qui porte sur la représentation des grandeurs sinusoïdales. Donc comme nous allons le voir, soit par une méthode graphique ou soit par une méthode plus analytique. Alors, par une méthode graphique, une représentation graphique, c'est ce que nous appellerons le diagramme de Fresnel, que nous allons présenter tout de suite après, ou alors une représentation par des nombres complexes, images des grandeurs réelles présentes dans le circuit. Alors, passons tout de suite à la représentation complexe, la représentation par diagramme de Fresnel de grandeur sinusoïdale. Donc, le diagramme de Fresnel consiste en une construction graphique, ou permet la construction graphique de la somme de grandeurs sinusoïdales de manière très efficace, à condition que ces grandeurs sinusoïdales soient de même pulsation. Le diagramme de Fresnel n'a un sens que si on cherche à faire la somme de grandeurs sinusoïdales de même pulsation et n'a aucun sens si ces grandeurs sont de pulsations différentes. Ainsi, si nous considérons une grandeur du temps x1 de t sinusoïdale définie par son amplitude grand x1 à la pulsation oméga et par une phase φ1, alors sa représentation de Fresnel dans le plan orthogonal est donnée par la suivante. Nous portons un vecteur OM1 de longueur x1, une longueur qui va correspondre à l'amplitude du signal sinusoïdal et qui sera déphasée par rapport à l'axe des abscisses d'une phase φ1. Le sens positif compté pour la phase est le sens trigonométrique positif habituel. Nous voyons que nous représentons à l'aide du diagramme de Fresnel une grandeur sinusoïdale par un vecteur ayant une certaine phase. Alors, comme application de cette représentation du diagramme de Fresnel, nous pouvons, par exemple, ici dans cet exemple, montrer comment faire la somme graphique de deux fonctions sinusoïdales. Donc, une première méthode consisterait à utiliser les formules de trigonométrie. Une deuxième méthode est d'utiliser le diagramme de Fresnel. Donc, pour cela, pour faire la somme de deux grandeurs sinusoïdales x1 de t et x2 de t, eh bien, nous représentons tout d'abord les vecteurs x1, x2 à l'aide de leur amplitude et de leur phase, puis effectuons tout simplement une construction graphique de la somme de ces deux vecteurs pour obtenir la solution qui est la somme de ces deux vecteurs, donc la solution x3, qui sera d'amplitude grand x3 la longueur du vecteur obtenu avec un déphasage φ3. Nous voyons que de cette façon, la construction du vecteur x3 est extrêmement simple avec cet outil graphique. Une autre façon de représenter les grandeurs complexes, les grandeurs sinusoïdales et la notation complexe. Donc la représentation complexe, excusez-moi, j'avais peut-être oublié de vous donner une petite indication, à savoir que, donc on rappelle que comme dans le cas complexe, dans le cas des diagrammes de Fresnel, l'information sur la pulsation n'est pas maintenue dans ce diagramme. Donc, comme je le disais un petit peu en avance, nous pouvons passer à la représentation complexe des grandeurs sinusoïdales. Donc, la représentation complexe consiste à associer à une grandeur sinusoïdale x de t égale grand X cosinus oméga t plus phi une grandeur complexe associée, qu'on appelle l'amplitude complexe associée à la grandeur réelle x de t, qui sera notée x souligné, qui est égale à grand X, l'amplitude du signal complexe, exponentielle j, phi, où phi est la phase par rapport à l'origine des phases ou à l'origine des temps, de la grandeur sinusoïdale que l'on cherche à manipuler. Et nous avons une formule de passage extrêmement simple entre ces deux représentations, à savoir que la grandeur réelle x de t
sera donné par la partie réelle du nombre complexe, grand X exponentielle j phi, exponentielle j oméga t, ou encore la partie réelle de grand X exponentielle j oméga t plus phi. L'intérêt principal de la notation complexe est que dans cette représentation, les opérations de dérivation et d'intégration nécessaires à la résolution des équations différentielles qui régissent l'évolution des circuits est grandement simplifiée. En effet, les opérations de dérivation et d'intégration en notation complexe deviennent de simples multiplications ou divisions. Alors, par exemple, la dérivation d'une grandeur sinusoïdale du temps est équivalente à la multiplication par j oméga, où oméga est la pulsation de cette grandeur sinusoïdale, donc la multiplication par j oméga de l'amplitude complexe grand X souligné associée à la grandeur réelle x de t. De la même façon, l'intégration d'une grandeur sinusoïdale par rapport au temps est équivalente dans le domaine complexe à la division par j oméga de l'amplitude complexe associée à la grandeur réelle x de t. Donc, c'est là le principal intérêt de cette notation complexe, c'est de simplifier énormément les opérations d'intégration et de dérivation des équations différentielles. Alors, nous allons maintenant voir comment les circuits élémentaires rencontrés en électrocinétique peuvent être représentés avec cette notation complexe. Donc, c'est l'objectif de cette partie qui est l'introduction des notions d'impédance et d'admittance. Alors, cette notion d'impédance et d'admittance va nous permettre de définir des relations entre courant et tension aux bornes d'un dipôle. Alors, si nous reprenons le cas de notre circuit linéaire alimenté par une tension et un courant, et dans le cas où cette tension et courant sont de type sinusoïdal, on peut leur associer leur amplitude complexe équivalente. Donc, à la tension V de t, on associe une tension V soulignée, donnée par V0 exponentielle J, alors ici J0, puisque nous avons choisi de prendre la tension comme origine des temps. La phase de la tension par rapport à l'origine des phases est nulle. Nous avons directement V de t égale V0 cosinus oméga t. Donc nous considérons la tension comme origine des phases. Et le courant, au courant également, nous allons associer sa grandeur complexe, qui est I souligné égale grand I, I0, l'amplitude du courant, exponentielle J phi. Donc à partir de là, nous pouvons définir la notion d'impédance et d'admittance en considérant que le circuit linéaire est alimenté par les grandeurs complexes équivalentes. Et la notion d'impédance sera tout simplement donnée par le rapport V sur I. Alors nous notons l'impédance complexe d'un circuit linéaire par Z souligné. Donc dans notre cas, le rapport V sur I sera donné par V0 I0, le rapport des amplitudes exponentielle moins J phi. De la même façon, nous pouvons introduire la notion d'admittance complexe, donc l'admittance complexe qui sera notée Y, qui sera ici l'inverse de l'impédance et qui sera donnée par le rapport amplitude complexe du courant sur amplitude complexe de la tension. Donc par conséquent, nous obtenons quelque chose du type I0 sur V0 exponentielle J phi. Alors, nous allons maintenant regarder comment nous pouvons définir l'impédance d'une résistance, d'un condensateur ou encore d'une inductance. Alors, l'impédance et admittance d'une résistance s'obtiennent de manière extrêmement simple. En effet, la relation qui lie le courant à la tension pour une résistance est la loi d'Ohm, et donc nous avons V de t égale RI de t. Donc si nous passons aux représentations complexes équivalentes, nous avons donc V souligné égale RI souligné, où R est la résistance du dipôle résistor. Bien entendu, nous savons que V et I sont en phase, c'est-à-dire que la résistance n'introduit pas de déphasage entre ces deux grandeurs, courant et tension, donc la phase ici sera nulle.
Donc à partir de là, nous pouvons calculer l'impédance d'une résistance qui ne sera rien d'autre en réalité que la propre résistance, hein, puisque le rapport V sur I sera égal ici à R. Donc nous avons identité entre l'impédance complexe et la résistance. De la même façon, l'admittance, qui est l'inverse de l'impédance, sera donnée ici par 1 sur R, donc de manière extrêmement simple. Alors, nous pouvons également effectuer la représentation de Fresnel, donc dans le diagramme de Fresnel, des courants et tensions dans et aux bornes de la résistance. Donc pour la représentation de Fresnel, donc nous allons reprendre la notation complexe, donc V égale RI. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de déphasage entre ces deux grandeurs. Donc la représentation de Fresnel sera extrêmement simple. Si nous commençons par dessiner le vecteur associé à la tension complexe, donc qui est de longueur grand V, V étant l'amplitude de la tension complexe, de la tension sinusoïdale appliquée aux bornes de la résistance, nous prenons ce V comme origine des phases. Et bien, puisqu'il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension, eh bien, le vecteur image de la tension et le vecteur image du courant sont donc collinéaires et d'amplitude différentes. Donc l'amplitude du courant étant donnée ici par V0 sur R. Alors de la même façon que nous avons vu l'impédance complexe d'une résistance qui se résume à la résistance, nous pouvons faire la même chose pour une impédance, pour une inductance, excusez-moi. Donc regardons tout de suite l'impédance d'une inductance. Donc nous savons qu'une inductance, la relation qui lie la tension aux bornes d'une inductance, c'est le courant qui la traverse, et V de T égale L dI sur dt. Nous avons vu précédemment que l'opérateur de dérivation dans le domaine temporel devient un opérateur de multiplication par J oméga dans le domaine des nombres complexes. Donc bien entendu, nous pouvons remplacer cette représentation temporelle par la représentation complexe suivante. V complexe égale L J oméga I. Donc, où J oméga représente la dérivation du courant par rapport à temps. Bien entendu, nous rappelons que nous sommes ici en régime sinusoïdal. Ceci n'est valable que si courant et tension sont sinusoïdaux. Alors, de la même façon que précédemment, nous pouvons calculer l'impédance de cette inductance. Et donc l'impédance de cette inductance, notée ZL, est encore donnée par le rapport V sur I, et donc sera ici égal à J L oméga, où oméga est la pulsation des tensions et courants dans cette inductance. Alors, nous pouvons également effectuer la représentation de Fresnel de cet élément inductif. Donc l'inductance V égale l'expression qui lie tension et courant dans l'inductance est V égale JL oméga I. J peut être mis sous la forme exponentielle J pi sur 2. Et donc ceci met en évidence le fait que le courant I de T sera en quadrature arrière par rapport à la tension V. Donc cela veut dire que le courant sera en retard par rapport à la tension appliquée à l'inductance. Donc ceci est évident puisque nous savons très bien qu'une inductance s'oppose à la variation du courant qui circule dans cette inductance. Donc la phase sera ici de moins pi sur 2 entre le courant et la tension, en prenant la tension comme origine des phases. Et donc nous obtenons le diagramme de Fresnel suivant, où V est pris comme origine des phases, et nous avons le courant en quadrature arrière, donc de moins pi sur 2, déphasage arrière par rapport à la tension. Et l'amplitude du courant est obtenue de manière extrêmement simple par V0 sur L oméga, où L oméga va représenter l'amplitude de l'impédance complexe de l'inductance. Alors de la même façon, nous pouvons regarder quelle est l'impédance complexe d'un condensateur. Donc nous savons que la relation qui lie tension aux bornes d'un condensateur et courant qui circule dedans est I égale C dV sur dt. Donc de la même façon, nous pouvons associer à cela une représentation complexe, à savoir que nous allons obtenir I complexe égale C J oméga V, où J oméga représente dans le domaine
complexe la dérivation de V par rapport au temps. Donc par conséquent, l'impédance d'un condensateur en notation complexe sera donnée par 1 sur JC oméga ou encore moins J sur C oméga. Alors nous venons de donner les principales impédances, les impédances des principaux éléments intervenant dans les circuits électrocinétiques, à savoir les résistances, inductances et condensateurs. Donc maintenant, passons à l'analyse de ces circuits et donc l'étude des lois qui vont permettre l'analyse de ces circuits. Donc ce que nous pouvons déjà dire, c'est que les lois de Kirchhoff telles que nous les avons présentées dans une précédente leçon restent valides, à savoir la loi des mailles qui nous indique que sur une boucle fermée, c'est-à-dire une maille, la somme des tensions est nulle, et que la somme des courants arrivant à un nœud est nulle. Donc nous utiliserons ces lois élémentaires pour l'analyse des circuits. Donc de la même façon, tous les théorèmes que nous avons pu développer précédemment ou montrer restent valides, tels que le théorème de superposition, Thevenin, Norton, etc. Donc nous allons prendre l'exemple de l'association en série d'éléments RLC, c'est-à-dire l'étude du circuit RLC série alimenté par une tension sinusoïdale de la forme E0 cosinus oméga t. Cette tension est choisie comme origine des phases, donc il n'y a pas de déphasage. Et toutes les grandeurs intervenant dans le circuit, tension et courant, seront déterminées par rapport à l'origine des phases donnée par ce générateur de tension. Alors, si nous utilisons la notation complexe pour l'analyse du comportement de ce circuit, en notation complexe, nous avons E complexe, qui est égal à la somme des tensions complexes dans la maille, c'est-à-dire E égale VR plus VL plus VC. Si nous remplaçons les tensions par rapport à leur relation qu'il y a entre impédance et courant, nous obtenons E qui est égal à ZRI plus ZLI plus ZCI. Et la mise en facteur des impédances nous permet de mettre en évidence l'impédance du circuit qui est donnée par la somme des impédances individuelles mises en série, en ayant utilisé le fait que c'est le même courant qui circule dans l'ensemble de ce circuit. Donc si nous remplaçons les valeurs de ces impédances, par leur valeur, à savoir l'impédance ZR par R, ZL par JL oméga et ZC par 1 sur JC oméga ou moins J sur C oméga, nous obtenons la relation suivante qui lie tension et courant, qui est également E égale ZI où Z est l'impédance complexe du circuit, représentée par ce module, grand Z, et sa phase phi Z. À partir de là, il est très aisé de déterminer la valeur du courant, puisque le courant est sinusoïdal. Le courant est donné par I0 cosinus oméga t plus phi i. Donc il nous faut déterminer I0 et phi i. Nous avons cette forme, comme nous l'avons indiqué précédemment, puisque c'est un circuit linéaire et que l'entrée est également sinusoïdale. Alors l'amplitude du courant sera très simplement donnée par l'amplitude de la tension appliquée divisée par le module de l'impédance complexe, et la phase du courant sera simplement donnée par moins la phase de l'impédance complexe, qui peut être ici obtenue par moins arc tangente 1 sur R et l'oméga moins 1 sur C oméga. Alors, de manière générale, puisque nous pouvons appliquer le théorème de superposition, comme nous l'avons dit précédemment, pour la résolution des circuits, et nous pouvons dire donc que, de manière générale, pour résoudre un circuit linéaire, nous pourrons utiliser les mêmes méthodes contemporelles en utilisant le théorème de superposition et les théorèmes de Thevenin, Norton et autres qui nous seront utiles. Donc si nous appliquons ça à la résolution d'un circuit linéaire alimenté en tension et courant, et si nous prenons le cas d'une alimentation en tension de type périodique, c'est-à-dire qui va pouvoir se décomposer en série de Fourier, donc un signal d'énergie finie, en tout cas borné, et constant par morceau de période grand T,
Donc nous pouvons le décomposer en série de Fourier V de t égale somme de n égale 1 à l'infini d'une somme pondérée de fonctions sinusoïdales. Et à partir de là, nous faisons une analyse pour chaque pulsation n oméga. Et si les éléments, puisque ce sont des circuits linéaires, la valeur des éléments dans les circuits ne dépendent pas de la pulsation. Donc en fait, nous n'aurons qu'une seule analyse à faire pour une pulsation oméga quelconque. Et le courant obtenu dans le circuit, qui va rentrer dans le circuit, sera la somme de toutes les contributions des courants obtenus pour chaque pulsation. Voilà, donc nous venons de montrer que dans le cas des circuits alimentés par des fonctions périodiques, ou en tout cas sinusoïdales, la notation complexe était extrêmement puissante pour sa résolution. Alors passons tout de suite à la notion de puissance en régime sinusoïdal. Alors la puissance est une notion très importante dans les circuits parce qu'elle va permettre de mettre en évidence, en tout cas, les échanges énergétiques entre le circuit et ce qui l'alimente, donc entre le circuit et l'extérieur de manière générale. Alors, si nous considérons des tensions et des courants sinusoïdaux en fonction du temps, donc une expression générale, nous savons que la puissance au cours du temps est donnée par le produit VI. Donc si nous remplaçons VI par leurs expressions, nous obtenons l'expression suivante. Et si nous effectuons ce calcul élémentaire de multiplication des deux cosinus, nous le remplaçons par la somme des deux cosinus, nous pouvons mettre en facteur une amplitude qui est V0 I0 sur 2, qui est homogène à une puissance, facteur d'un terme constant cosinus phi et d'un terme qui varie en 2 fois la pulsation 2 oméga t. Donc nous parlerons du terme constant V0 I0 sur 2 fois cosinus phi comme étant la puissance moyenne absorbée par le circuit, puisque ce terme-là est une constante et indépendante du temps, puisque phi I0 et V0 sont des constantes. Et le terme V0 I0 sur 2 multiplié par cosinus 2 oméga t plus phi sera nommé la puissance fluctuante. Alors, si nous utilisons la notion de valeur efficace, telle que nous l'avons définie en tout début de cette leçon, la valeur efficace d'un signal est donnée par la racine carrée de la valeur moyenne du carré du signal. Donc, nous obtenons, pour un signal sinusoïdal, la valeur efficace d'un signal sinusoïdal est donnée par son amplitude divisée par racine de 2. Donc si nous remplaçons ça dans l'expression de la puissance, nous obtenons l'expression classique de la puissance en régime sinusoïdal qui sera donnée par le produit des valeurs efficaces, tension courant, V efficace, I efficace, cosinus phi. Alors le terme cosinus phi sera dénommé également le facteur de puissance d'un montage. Et donc nous mettons ici en évidence l'importance de la notion des valeurs efficaces dans le cadre de l'énergie, de l'étude énergétique d'un circuit. Alors nous pouvons également obtenir l'expression complexe de la puissance. En effet, si on associe aux grandeurs complexes, aux grandeurs réelles V de t et I de t, leur grandeur complexe équivalente, on peut montrer que la puissance est donnée, la puissance complexe est donnée par le produit V complexe, I complexe conjugué, donc la conjuguée du nombre complexe quanti souligné, sur 2. Donc avec, bien entendu, le V souligné qui est l'amplitude complexe de la grandeur tension et I souligné qui est l'amplitude complexe de la grandeur courant. Donc à partir de là, si nous remplaçons V et I par leurs expressions, nous obtenons que la puissance complexe sera donnée par V0 I0 sur 2 exponentielle J-phi. Et où nous retrouvons l'expression précédente de la puissance moyenne donnée par V0, V efficace, I efficace cosinus phi, moins un terme imaginaire. Alors, de manière générale, on dit que la composante réelle de cette puissance est la puissance active, et la composante imaginaire, donc V efficace, I efficace, sinus phi, est la composante réactive de cette puissance. Voilà, nous terminons là avec cette leçon sur le régime sinusoïdal permanent. De manière générale,
Dans ce cours d'électrocinétique, nous avons pu mettre en évidence les lois fondamentales de l'électrocinétique et proposer des méthodes, les méthodes les plus classiques d'analyse des circuits électriques linéaires, hein, donc qui sont régis par des équations différentielles à courant constant. Et ceci a été fait pour des signaux quelconques en temporel et dans cette leçon pour des signaux plus particulièrement de type sinusoïdaux. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.